Par une nuit d'orage, un cheval est entré dans un hôpital portant un bébé avec lui. Ce qui semblait impossible s'est vite transformé en une histoire d'affection et de courage au-delà de toute compréhension. Une infirmière, mue par une connexion indescriptible, a révélé un secret qui allait tout changer. Ce qui a été découvert ensuite a choqué tout le monde. Avant d'écouter ce témoignage émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Le vent hurlait avec une force surnaturelle cette nuit de mars, tandis que Dr Hélène Martin organisait ses rapports durant sa garde à l'hôpital Sainte-Croix. Les couloirs étaient exceptionnellement silencieux pour un vendredi, peut-être à cause de la tempête qui gardait les gens chez eux. La médecin observait à travers la fenêtre embuée les grosses gouttes qui martelèrent les vitres, quand un tumulte soudain éclata à la réception. « Docteur, docteur, vous devez voir ça !» cria Mathilde, la réceptionniste, avec une expression de stupeur qu'Hélène n'oublierait jamais. Courant dans les couloirs aseptisés, Hélène arriva à l'entrée des urgences et dut se pincer pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Là, trempé par la pluie et dans une posture presque majestueuse, se tenait un immense cheval noir. Ses yeux bruns transmettaient une intelligence déconcertante, mais ce qui fit vraiment s'arrêter le cœur d'Hélène fut ce que l'animal portait, délicatement dans sa bouche. Un bébé enveloppé dans des couvertures. Le temps sembla se figer. Les agents de sécurité, paralysés, ne savaient pas comment réagir face à cette scène surréaliste. Ce fut Hélène qui, mue par un instinct, professionnel et une inexplicable connexion avec le moment, fit le premier pas vers l'animal. Le cheval, comme s'il comprenait parfaitement la situation, resta immobile, ses yeux fixés sur les siens. « Tout va bien », murmura Hélène, s'approchant avec prudence. « Je vais aider. » Avec une délicatesse impressionnante, le cheval permit qu'elle prenne le bébé. C'était une petite fille qui ne devait pas avoir plus de quelques semaines. Malgré le froid et la pluie, l'enfant était étonnamment bien protégée, bien qu'elle nécessitât des soins immédiats. « Préparez l'unité néonatale », ordonna Hélène, mais ses yeux ne pouvaient se détacher du cheval qui restait là, comme s'il montait la garde. Il y avait quelque chose dans son comportement qui défiait toute explication rationnelle. Pendant que l'équipe médicale se mobilisait pour prendre en charge la nouvelle arrivée, Hélène remarqua une petite médaille, dorée attachée à une cordelette autour du cou de l'animal. Y était gravé un symbole qu'elle reconnut immédiatement. C'était l'emblème de l'Institut de recherche comportementale Lumière, une institution renommée située dans les environs de la ville. L'affaire devint rapidement le sujet de conversation de l'hôpital. Les employés s'agglutinaient dans les couloirs, partageant des théories sur comment un cheval pouvait démontrer un tel niveau de conscience et de protection. Hélène, cependant, était plus intriguée par les signes vitaux extraordinairement stables du bébé, compte tenu des circonstances. Durant les heures suivantes, tout en s'occupant de la petite patiente, Hélène observait par la fenêtre le cheval, qui refusait de quitter le parking de l'hôpital. Il restait là, sous la pluie, comme un gardien silencieux. La médecin commença à prendre des notes détaillées sur le comportement de l'animal, percevant des schémas qui défiaient tout ce qu'elle avait appris au cours de ces années de médecine. À l'aube, quand la tempête commença enfin à s'apaiser, Hélène reçut un appel qui changerait à jamais sa compréhension du lien entre humains et animaux. De l'autre côté de la ligne, une voix familière se présenta comme Dr Richard Moreau, directeur de l'Institut Lumière. « Docteur Hélène », dit-il avec une urgence mal contenue dans la voix, « je vois que vous avez trouvé notre tempête. » Tempête. Serra questionna Hélène, regardant à nouveau le cheval à travers la fenêtre. « Oui, c'est son nom, et il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de l'expérience que nous menions. Quelque chose qui va bien au-delà de notre compréhension. Actuelle de la conscience animale. » Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Alors qu'elle écoutait les premières explications du docteur Richard, ses mains tremblaient, et elle commença à comprendre qu'elle était sur le point de plonger dans une histoire qui transformerait non seulement sa vie, mais toute sa conception, des limites de l'empathie et de la connexion entre différentes formes de vie. L'aube apporta avec elle une clarté qui contrastait avec les mystères de la nuit précédente. Hélène avait à peine pu dormir, son esprit rempli des révélations partagées par le docteur Richard. L'Institut Lumière, apparemment, n'était pas seulement un centre de recherche comportementale ordinaire. C'était l'épicentre d'une étude révolutionnaire sur la communication interespèce.
Conduisant sur la route sinueuse qui menait à l'Institut, Hélène observait le paysage bucolique qui se dévoilait devant ses yeux. Le complexe de recherche émergeait entre les collines comme une structure moderne, harmonieusement intégrée à la nature. Tempête, le cheval mystérieux suivait dans une remorque spécialement adaptée, escorté par une équipe de l'Institut. En franchissant les portes principales, Hélène fut accueillie par une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs, derrière des lunettes à monture dorée. « Docteur Hélène, je suis la professeure Béatrice Almeida, coordinatrice du projet Synthèse. Bienvenue dans notre sanctuaire. » Alors qu'elle marchait dans les couloirs de l'Institut, Béatrice expliquait que le projet Synthèse avait commencé 5 ans auparavant, quand ils avaient découvert des schémas uniques de comportement chez certains animaux. « Tempête n'est pas un cheval ordinaire », expliqua-t-elle, conduisant Hélène jusqu'à un laboratoire rempli d'écrans et d'équipements sophistiqués. Il fait partie d'une lignée spéciale qui a développé des capacités cognitives extraordinaires. Sur l'écran principal, des images d'IRM montrèrent des activités cérébrales surprenantes. « Observez ces zones », indiqua Béatrice, pointant des régions spécifiques du cerveau de Tempête. Son activité neuronale ressemble davantage à celle d'un humain qu'à celle d'un équidé ordinaire, spécialement dans les zones liées à l'empathie et au traitement émotionnel. Hélène regardait, fascinée, les enregistrements qui montraient Tempête interagissant avec d'autres animaux et humains. Dans une séquence particulièrement impressionnante, le cheval parvenait à identifier des personnes en situation de stress et leur offrait un soutien émotionnel d'une manière presque humaine. Mais cela n'explique pas le bébé, fit remarquer Hélène, toujours intriguée par les événements de la nuit précédente. Béatrice soupira profondément avant de continuer. Il y a 3 jours, nous avons reçu une visite inattendue dans notre centre. Une jeune femme clairement perturbée cherchait refuge. Elle était enceinte et en travail prématuré. Nous l'avons aidée pour l'accouchement, mais elle a disparu pendant la nuit, laissant le bébé. Et Tempête. Hélène commençait à comprendre. « Oui », confirma Béatrice. « Il a développé une connexion instantanée avec l'enfant. Quand l'orage a commencé et que nous avons réalisé que le bébé avait besoin de soins hospitaliers spécialisés, Tempête a agi de sa propre initiative. Il a toujours eu un instinct protecteur extraordinaire, mais ceci a dépassé toutes nos attentes. » Pendant qu'elles conversaient, elles furent interrompues par un jeune chercheur qui entra précipitamment dans la salle. « Professeur, nous avons trouvé quelque chose dans les affaires de la mère du bébé », s'exclama-t-il, lui remettant un dossier usé. À l'intérieur se trouvaient des documents et des notes qui commençaient à révéler une histoire encore plus intrigante. La jeune mère, identifiée comme Marine Dubois, avait été une ancienne collaboratrice de l'Institut, participant aux expériences initiales du projet Synthèse des années auparavant. « Cela change tout », murmura Béatrice, feuilletant rapidement les papiers. « Marine n'a pas choisi notre institut par hasard. Elle connaissait nos recherches, les capacités spéciales de Tempête. » Hélène observait par la fenêtre du laboratoire, tandis que Tempête était conduit vers un grand enclos. L'animal maintenait une posture altière, mais ses yeux semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un. « Et maintenant ?» questionna-t-elle, sentant qu'elle commençait seulement à démêler les couches de ce mystère. « Maintenant, » répondit Béatrice, « nous devons trouver Marine. Mais plus important encore, nous devons comprendre pourquoi elle a spécifiquement choisi notre institut et quelle est la véritable nature du lien entre Tempête et le bébé. » Un doux son de notification interrompit la conversation. C'était un message sur le téléphone de Béatrice, qui pâlit immédiatement en lisant son contenu. « Les analyses préliminaires de l'ADN du bébé viennent d'arriver, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et il y a quelque chose dans les résultats que... Eh bien, vous devez voir cela. » Hélène s'approcha pour lire les résultats et son cœur s'accéléra en comprenant les implications de ces informations. Le mystère ne faisait que commencer à se révéler, et chaque nouvelle découverte semblait ouvrir des portes vers des possibilités encore plus extraordinaires. Les résultats de l'examen ADN du bébé, projetés sur l'écran du laboratoire, défiaient toute explication conventionnelle. Hélène dut s'asseoir tandis qu'elle assimilait les informations devant ses yeux. La structure génétique de l'enfant présentait des anomalies jamais documentées auparavant dans la littérature médicale. C'est comme s'il y avait une signature génétique additionnelle, expliqua Dr Richard, qui les avait rejointes au laboratoire.
quelque chose qui n'est pas complètement humain, mais ne correspond pas non plus à un autre modèle connu. Béatrice manipulait. Les hologrammes tridimensionnels qui montraient les séquences d'ADN agrandissant certaines sections. Durant le projet Synthèse, nous avons découvert que certains animaux, comme Tempête, possédaient une variation génétique rare qui permettait un niveau extraordinaire de développement neural. Mais ceci, c'est différent. Marine a-t-elle travaillé spécifiquement sur cette recherche? Questionna Hélène, connectant mentalement les points. Elle était notre spécialiste en épigénétique, confirma Béatrice. Elle étudiait comment les expériences environnementales pouvaient modifier l'expression génétique sans altérer l'ADN lui-même. Mais elle a quitté le projet brusquement il y a 3 ans, emportant avec elle certaines théories controversées. À ce moment, une alerte retentit à travers les haut-parleurs de l'Institut. Sur l'écran principal du laboratoire, les caméras de sécurité montraient Tempête manifestant un comportement agité dans son enclos. L'animal hennissait d'une façon particulière, ses yeux fixés dans une direction spécifique. « Il appelle. T'as quelqu'un » murmura Hélène, se souvenant du comportement protecteur du cheval la nuit précédente. Dr Richard accéda rapidement à d'autres caméras du complexe, et c'est alors qu'ils virent. Une silhouette féminine encapuchonnée traversait furtivement le bois qui entourait l'Institut. Tempête continuait à hennir, comme s'il essayait d'établir une communication. « Marine » chuchota Béatrice, reconnaissant immédiatement son ancienne collaboratrice. L'équipe se mobilisa rapidement, mais avec prudence pour ne pas effrayer la visiteuse. Hélène, mue par une intuition inexplicable, décida de s'approcher en premier, accompagnée seulement par Tempête, qui s'était calmé dès qu'il avait été libéré de l'enclos. À la lisière du bois, ils trouvèrent Marine, une jeune femme de pas plus de 30 ans, aux yeux verts pénétrants, et une expression qui mêlait peur et détermination. En voyant Tempête, ses yeux se remplirent de larmes. « Tu as pris soin d'elle, » dit Marine, sa voix étranglée. « Je savais que tu comprendrais. » Le cheval s'approcha doucement, touchant l'épaule de Marine avec son museau, dans un geste surprenant de délicatesse. Hélène observait l'interaction, percevant qu'il y avait bien plus dans cette histoire que de simples coïncidences. « Marine, » commença Hélène doucement, « votre fille est en sécurité, mais nous devons comprendre ce qui se passe. Son ADN, n'est pas une anomalie, » interrompit Marine, sa voix gagnant en fermeté. « C'est l'évolution. Ce que nous avons découvert dans le projet Synthèse n'était que le début. Certains animaux, comme Tempête, ne sont pas seulement plus intelligents. Ils ont développé une forme de conscience qui transcende les barrières entre espèces. » Marine sortit de sa poche une clé USB et la remit à Hélène. « Tout est documenté. Ici. Ma recherche, les expériences, les découvertes qui m'ont forcé à quitter l'Institut. C'était au-delà de ce que nous étions prêts à accepter à l'époque. »« Et votre grossesse ?» questionna Hélène, sentant qu'ils approchaient. « D'une révélation cruciale. Elle était planifiée, » répondit Marine, ses yeux rencontrant ceux de Tempête. « Mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Durant ma recherche, j'ai découvert que la conscience élargie de ces animaux spéciaux pouvait influencer le développement humain dès la conception. Pas à travers une modification génétique directe, mais à travers un phénomène que j'ai appelé résonance empathique. » Béatrice et Dr Richard, qui s'étaient approchés silencieusement, échangèrent des regards significatifs. Les implications de cette révélation étaient révolutionnaires. « Ma fille, » continua Marine, « est le premier être humain né avec la capacité naturelle d'établir une connexion neurale directe avec d'autres espèces. Tempête ne l'a pas. Seulement protégée, il l'a reconnue comme faisant partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer pour toujours notre compréhension de la conscience et de l'évolution. » Un doux pleur de bébé résonna à travers le communicateur qu'Hélène portait, et tant Marine que Tempête tournèrent simultanément leur tête dans la direction du son. C'était comme s'ils pouvaient sentir la présence de l'enfant, même à distance. « Nous devons la protéger, » dit Marine, sa voix chargée d'urgence. « Il existe des personnes qui ne sont pas prêtes à accepter ce qu'elle représente. C'est pourquoi j'ai dû partir, c'est pourquoi j'ai dû faire confiance à Tempête pour l'emmener à l'hôpital. » Hélène réalisa qu'il se trouvait à un carrefour historique. Les découvertes de Marine ne défiaient pas seulement la science conventionnelle, elles offraient un aperçu d'un futur où les barrières entre espèces pourraient finalement être dissoutes. Dans les semaines qui suivirent le retour de Marine,
l'Institut Lumière se transforma en un épicentre d'activité frénétique. Des scientifiques de divers domaines furent convoqués, tous soumis à de rigoureux protocoles de confidentialité. La petite Sophie, non choisie par Marine pour sa fille, devint le centre d'une étude sans précédent dans l'histoire de la science. Hélène, maintenant intégralement impliquée dans le projet, partageait son temps entre l'hôpital et l'Institut. Son expérience médicale, alliée à sa connexion nouvellement découverte avec Tempête, faisait d'elle une pièce fondamentale dans la compréhension du phénomène qui se déroulait devant eux. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, Hélène observait à travers la vitre sans teint d'une salle d'observation. De l'autre côté, Marine tenait Sophie dans ses bras, tandis que Tempête s'approchait précautionneusement. Ce qui se passa ensuite fit retenir leur souffle à tous les présents. Sophie, âgée de seulement 2 mois, tendit sa petite main vers le museau de Tempête. Au moment où ils se touchèrent, les moniteurs qui captaient les activités cérébrales des deux explosèrent en une symphonie de couleurs et de motifs. « C'est incroyable », murmura Dr Richard, analysant les données en temps réel. « Leurs ondes cérébrales se synchronisent à une fréquence que nous n'avons jamais vue auparavant. C'est comme s'ils conversaient, compléta Béatrice, ses yeux brillants d'excitation. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas seulement une communication au sens conventionnel, c'était une fusion de conscience, un échange de perceptions et d'émotions qui transcendait le langage. Dans les jours qui suivirent, l'équipe documenta des dizaines d'interactions similaires. Sophie démontrait une capacité extraordinaire à comprendre et à répondre non seulement à Tempête, mais à une variété d'animaux amenés pour l'étude. Chiens, chats, même un orang-outan nommé Olivier, tous semblèrent capables d'établir un lien profond avec l'enfant. « C'est comme si elle était un pont », expliqua Marine durant l'une des nombreuses réunions d'équipe. « Un pont entre notre conscience et la leur. À travers elle, nous pouvons enfin commencer à comprendre comment d'autres espèces perçoivent le monde. » Cependant, avec chaque nouvelle découverte, surgissaient aussi de nouvelles préoccupations. La nouvelle concernant un bébé spécial commença à circuler dans des cercles scientifiques restreints, attirant l'attention non seulement de chercheurs idéalistes, mais aussi d'entités aux intérêts moins nobles. Un soir, alors qu'Hélène travaillait tard à analyser des données, elle reçut une visite inattendue. C'était Jacques, l'un des gardiens de l'Institut, avec une expression grave sur le visage. « Docteur, je crois que nous devons parler, dit-il, fermant la porte derrière lui. J'ai observé des choses étranges ces derniers jours, des voitures suspectes aux alentours, des appels mystérieux. Je crois que quelqu'un est très intéressé par ce qui se passe ici. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. Ils avaient été si prudents avec la sécurité et le secret, mais peut-être pas suffisamment. L'ampleur des découvertes qu'ils faisaient était simplement trop grande pour rester secrète très longtemps. Cette même nuit, une réunion d'urgence fut convoquée. Dr Richard, Béatrice, Marine et Hélène se retrouvèrent dans la salle de conférence la plus sécurisée de l'Institut, protégée contre tout type de surveillance. « Nous devons considérer la possibilité que Sophie ne soit pas en sécurité ici, » commença Dr Richard, sa voix chargée d'inquiétude. « Si les mauvaises personnes découvrent ce dont elle est capable. »« Nous ne pouvons pas simplement la cacher, » protesta Marine. « Ce qu'elle représente est plus grand que nous tous. C'est une chance de transformer complètement notre relation avec d'autres espèces, de guérir les blessures que nous avons infligées à la planète. » Hélène, qui était restée silencieuse, jusque-là parla finalement. « Et si nous pouvions faire les deux, la protéger et continuer la recherche, mais d'une façon à laquelle personne ne s'attendrait ?» Tous les yeux se tournèrent vers elle, curieux. « Il existe un sanctuaire de vie sauvage à l'intérieur du pays, » continua Hélène. « Il est géré par un vieil ami à moi, quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance. C'est isolé, protégé, et il possède une diversité incroyable d'espèces. Ce serait le laboratoire parfait, caché à la vue de tous. » Un silence pensif remplit la salle tandis que tous considéraient la proposition. Ce fut Béatrice qui le rompit finalement. « C'est risqué, mais ça pourrait être notre meilleure option. La question est, comment transporterions-nous Sophie, Marine et tous les équipements nécessaires sans attirer l'attention ?» Ce fut à ce moment qu'un hennissement doux résonna de l'extérieur. À travers la fenêtre, ils purent voir Tempête, majestueusement debout sous le clair de lune. Ses yeux intelligents semblaient transmettre un message clair.
Il avait un plan. Hélène sourit, comprenant instantanément. « Je crois que notre ami vient de nous offrir la solution parfaite. » Tandis que le groupe commençait à élaborer les détails de son audacieux plan, personne ne remarqua la petite lumière rouge clignotant discrètement sous la table de conférence, un signe que, peut-être, leurs précautions n'avaient pas été suffisantes, et que des forces inconnues avaient déjà une longueur d'avance. L'aube pointait à peine à l'horizon quand une caravane inhabituelle quitta les portes de l'Institut Lumière. En tête, une remorque spécialisée transportait Tempête, suivie par un convoi de véhicules apparemment ordinaires. Pour tout observateur non averti, cela pouvait sembler n'être qu'un transfert d'animaux pour quelque événement équestre. Cependant, cachée dans le compartiment secret de la remorque, protégée par une technologie de pointe, se trouvait la petite Sophie, blottie dans les bras de sa mère, Marine. Hélène, assise à côté d'elle, surveillait constamment les signes vitaux de l'enfant grâce à des équipements miniaturisés. « Sommes-nous en sécurité ?» chuchota Marine, sa voix à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. Hélène acquiesça, essayant de transmettre une confiance qu'elle ne ressentait pas complètement. « Dr Charles nous attend au sanctuaire, tout est préparé. » Tandis que le paysage changeait graduellement d'urbain à rural, la tension dans l'air était palpable. Chaque station-service, chaque croisement, chaque véhicule qui les dépassait semblait une menace potentielle. Sur le siège avant, Dr Richard conduisait avec les yeux fixés sur la route, vérifiant occasionnellement le rétroviseur. Béatrice, à ses côtés, alternait entre consulter une carte numérique hautement cryptée et surveiller les communications radio. Ce fut lors d'un arrêt pour faire le plein dans une station isolée au bord de la route que le premier signe que quelque chose n'allait pas surgit. Pendant que Richard remplissait le réservoir, Béatrice remarqua une voiture noire stationnée aux limites du terrain, ses occupants observant le convoi avec un intérêt suspect. « Nous avons de la compagnie », murmura-t-elle dans le communicateur. « Ne regardez pas, mais je crois que nous sommes suivis. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. Elle se rapprocha instinctivement de Sophie, qui dormait paisiblement, ignorant le danger qui les entourait. Ce fut à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tempête, jusque-là calme dans la remorque, commença à hennir, de façon rythmique et particulière. À la surprise de tous, d'autres chevaux dans les environs, des animaux ordinaires dans une ferme voisine, répondirent à l'appel. En quelques minutes, un petit troupeau se forma autour de la station, créant un rideau vivant qui bloqua efficacement la vue des observateurs mystérieux. « C'est notre chance », dit Richard, comprenant rapidement la situation. « Allons-y, maintenant !» Avec une précision presque militaire, le convoi reprit la route, profitant de la distraction providentielle. Hélène ne put s'empêcher de s'émerveiller de l'intelligence et du timing parfait de Tempête. Les heures suivantes furent un mélange de tension et d'espoir. La route planifiée fut abandonnée en faveur de routes secondaires et de chemins peu connus. Béatrice, utilisant ses contacts, parvint à organiser une série de points sûrs, des fermes et propriétés privées où ils pouvaient se reposer brièvement et changer de véhicule. Ce fut durant l'un de ces arrêts, déjà au crépuscule, du deuxième jour de voyage, qu'Hélène eut un moment de clarté qui lui coupa le souffle. Observant Sophie jouer insouciante avec un chiot sur la véranda d'une maison de ferme, elle réalisa la véritable magnitude de ce qu'il protégeait. Il ne s'agit pas seulement de communication entre espèces, n'est-ce pas ? Dit-elle à Marine qui observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Marine sourit tristement. Non, Hélène, il s'agit d'évolution. Sophie, elle pourrait être la prochaine étape. Un pont non seulement entre humains et animaux, mais entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. La conversation fut interrompue par une alerte de Béatrice. Nous devons partir. Maintenant. À l'horizon, des lumières de véhicules s'approchaient rapidement. Il n'y avait pas de temps pour se demander comment ils avaient été retrouvés. En quelques minutes, ils étaient de nouveau sur la route, cette fois dans une course désespérée contre un ennemi invisible. Ce fut dans ce moment de désespoir que Tempête prouva une fois de plus sa valeur inestimable. Le cheval, d'une façon ou d'une autre conscient du danger, commença à émettre des sons qu'Hélène n'avait jamais entendus auparavant. À sa surprise et stupéfaction,
Des oiseaux commencèrent à se regrouper dans le ciel au-dessus d'eux, formant des motifs qui semblaient confondre et désorienter leurs poursuivants. « C'est incroyable », murmura Dr Richard, observant dans le rétroviseur, tandis que les véhicules qui les suivaient étaient forcés de ralentir, perdus dans un nuage d'oiseaux. La nuit tomba, apportant avec elle un brouillard dense qui semblait enlacer et protéger le convoi. Hélène, épuisée mais déterminée, regarda Sophie, qui dormait tranquillement. L'enfant souriait dans son sommeil, comme si elle savait que, même au milieu du chaos et du danger, elle était protégée par des forces qui allaient au-delà de la compréhension humaine. Quand ils franchirent finalement les portes du sanctuaire, aux premières heures du matin du 3e jour, ce fut comme entrer dans un autre monde. La diversité de vie qui les entourait était à couper le souffle, et là, les attendant avec un sourire fatigué mais accueillant, se trouvait le docteur. « Charles, bienvenue, dit-il, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité scientifique et de compassion humaine. Je crois que nous avons beaucoup de travail devant nous. » Tandis qu'ils déchargeaient les équipements et s'installaient dans leur nouveau logement, Hélène ne put s'empêcher de sentir qu'ils étaient au seuil de quelque chose de véritablement révolutionnaire. Ce que Sophie représentait, ce qu'elle pourrait enseigner au monde, était plus grand que ce que n'importe lequel d'entre eux pouvait imaginer. Mais tandis qu'elle observait le soleil se lever sur le sanctuaire, illuminant un paysage de beauté, sauvage et intact, Hélène savait aussi que le véritable voyage ne faisait que commencer, et que les défis auxquels ils feraient face dans les jours, semaines et mois à venir, mettraient à l'épreuve non seulement leur détermination scientifique, mais aussi leur propre compréhension de ce que signifie être humain dans un monde partagé avec tant d'autres formes de vie consciente. Les premiers rayons de soleil pénétrèrent par la fenêtre du laboratoire improvisé au cœur du sanctuaire. Hélène, avec des cernes profonds témoignant de nuits mal dormies, observait attentivement les moniteurs qui affichaient une danse hypnotique d'ondes cérébrales. À ses côtés, la petite Sophie, maintenant âgée de 6 mois, jouait insouciamment avec un bébé chimpanzé. « C'est simplement extraordinaire », murmura Dr Charles, ajustant ses lunettes tout en analysant les données. La synchronisation neurale entre Sophie et les animaux devient plus complexe chaque jour. C'est comme si elle développait un langage universel. Marine, qui quittait rarement le côté de sa fille, sourit avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle grandit si vite. Parfois, j'ai l'impression qu'elle comprend plus qu'elle ne le devrait pour son âge. Les dernières semaines avaient été un tourbillon de découvertes et de défis. Le sanctuaire, avec sa vaste diversité de vie sauvage, s'était révélé être l'environnement parfait pour étudier les capacités uniques de Sophie. Chaque jour apportait de nouvelles surprises. Ce fut lors d'un après-midi particulièrement chaud que se produisit un incident qui laissa toute l'équipe bouche bée. Un jeune éléphant s'était blessé et les vétérinaires luttaient pour le calmer suffisamment afin de traiter la coupure à sa patte. Sophie, qui observait tout de loin dans les bras d'Hélène, commença à émettre des sons doux, presque musicaux. À l'étonnement de tous, l'éléphant se calma instantanément. Plus que cela, il s'approcha, tendant délicatement sa trompe vers l'enfant. Ce qui suivit fut une interaction si profonde et intime qu'elle émut tous les présents. « Elle ne communique pas seulement », dit Béatrice, les larmes aux yeux. « Elle guérit. » Les implications de cette découverte étaient énormes dans les sites. Jours qui suivirent, l'équipe documenta des dizaines de cas similaires. Sophie semblait capable non seulement de comprendre les animaux, mais d'influencer leur bien-être physique et émotionnel de manière qui défiait la science conventionnelle. Cependant, avec chaque nouvelle révélation sur les capacités de Sophie, grandissait aussi l'inquiétude pour sa sécurité. Malgré les précautions prises, des rumeurs concernant une enfant miraculeuse commençaient à se répandre au-delà des limites du sanctuaire. Un soir, alors que l'équipe discutait des derniers résultats, une alerte retentit à travers le système de sécurité. Des caméras de surveillance captèrent des mouvements suspects dans la forêt entourant le complexe. « Ils nous ont trouvés », dit Richard, sa voix chargée de tension. La panique menaçait de s'installer, mais c'est à ce moment que quelque chose d'inattendu se produisit. Tempête, qui était devenue une présence constante et protectrice autour de Sophie, émit un hennissement puissant. En quelques minutes, une cacophonie de sons résonna à travers la forêt. Rugissements, ululements, hurlements, comme si toute la population animale du sanctuaire répondait à un appel silencieux. Hélène, guidée par une intuition qu'elle ne comprenait pas totalement,
prit Sophie dans ses bras et sortit sur la véranda. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Une barrière vivante d'animaux s'était formée autour du complexe, prédateurs et proies côte à côte, unis dans une démonstration de protection qui défiait toute logique. « C'est incroyable », chuchota Marine, les rejoignant. « C'est comme si toute la nature s'unissait pour la protéger. » Tandis qu'elles observaient la scène surréaliste, Sophie tendit ses petites mains vers la forêt. Un silence profond tomba sur le sanctuaire, rompu seulement par le son doux de la respiration de l'enfant. C'était comme si, à ce moment, une conversation silencieuse avait lieu, un échange de promesses et de compréhension qui transcendait les barrières entre espèces. Les intrus confrontés à cette démonstration de force de la nature battirent en retraite. Mais tous savaient que ce n'était qu'une victoire temporaire. Le monde extérieur, une fois conscient du potentiel de Sophie, ne se reposerait pas avant de la voir. Dans les jours qui suivirent, l'équipe travailla sans relâche, non seulement pour continuer ses recherches, mais pour renforcer les défenses du sanctuaire. Des systèmes de camouflage avancés furent installés, mélangeant technologies de pointe et techniques inspirées de la nature elle-même. Pendant ce temps, Sophie continuait de se développer à un rythme accéléré. À 7 mois, elle démontrait déjà une compréhension du monde qui l'entourait, rivalisant avec celle d'enfants beaucoup plus âgés. Sa connexion avec les animaux s'approfondissait, révélant des niveaux d'empathie et de communication qui défiaient tout ce qu'on connaissait sur le développement cognitif. Ce fut durant l'une de ces sessions d'observation qu'Hélène eut une épiphanie. Observant Sophie interagir avec un groupe diversifié d'animaux, elle réalisa qu'ils étaient témoins de plus qu'une simple avancée dans la communication entre espèces. « C'est l'évolution en temps réel », dit-elle à l'équipe réunie. « Sophie n'est pas seulement un pont entre humains et animaux, elle est un aperçu de la prochaine étape dans la conscience planétaire. » La déclaration d'Hélène flotta dans l'air, chargée de possibilités et d'implications profondes. Tandis que l'équipe digérait cette réalisation, Sophie, ignorant la magnitude de sa propre existence, continuait à jouer et interagir avec ses amis animaux, son rire innocent résonnant à travers le sanctuaire comme une promesse d'un futur où les barrières entre toutes les formes de vie pourraient finalement être dissoutes. Mais avec cette promesse venait aussi un immense poids. La responsabilité de protéger et nourrir ce potentiel évolutif, tout en naviguant à travers les dangers très réels qui les entouraient, pesait sur chaque membre de l'équipe. Et, à mesure que le soleil se couchait sur une journée de plus au sanctuaire, tous savaient que les défis qu'ils affronteraient dans les jours à venir mettraient à l'épreuve non seulement leur science, mais leur propre humanité. Le sanctuaire s'était transformé en un microcosme d'harmonie entre espèces, avec Sophie au centre de tout. Maintenant, âgée de presque 1 an, la fillette exhibait des capacités qui dépassaient même les attentes les plus optimistes de l'équipe. Sa capacité de communication avec les animaux avait évolué vers quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une forme de télépathie interspécifique. Un matin particulièrement significatif, Hélène observait Sophie interagir avec un groupe diversifié d'animaux, un jeune éléphant, un orang-outan, un loup et un aigle. La scène devant elle semblait sortie d'un conte de fées. L'enfant, assise en cercle avec les animaux, semblait conduire une conversation silencieuse, mais profondément significative. « C'est comme si elle présidait un conseil d'être », murmura Docteur. Charles, qui avait rejoint Hélène dans son observation. Regardez comment ils lui répondent, comme s'ils la consultaient. Marine, qui quittait rarement le côté de sa fille, acquiesça avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle grandit si vite, pas seulement physiquement, mais en compréhension. Parfois, quand je regarde dans ses yeux, je vois des airs de sagesse. C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sophie, toujours au centre du cercle d'animaux, commença à émettre un son doux, presque musical. À l'étonnement de tous les présents, les animaux autour d'elle commencèrent à répondre, chacun à sa manière. Le barrissement de l'éléphant, le hurlement du loup, le cri de l'aigle et les sons gutturaux de l'orang-outan, créant une symphonie naturelle qui résonna dans tout le sanctuaire. L'effet fut immédiat et surprenant. Les plantes alentour semblaient s'incliner vers le son, des fleurs s'épanouissaient instantanément. Ça eut une sensation palpable de quelque chose imprégner l'air. « Mon Dieu !» chuchota Béatrice, qui venait d'arriver en courant, attirée par le phénomène. « Regardez les moniteurs, les écrans qui mesuraient constamment les ondes cérébrales de Sophie et des animaux autour d'elle étaient en frénésie.
Des motifs jamais vus auparavant dansaient sur les écrans, montrant une synchronisation neurale qui allait au-delà de tout ce qui avait été enregistré dans la science. « Ce n'est pas seulement de la communication, » dit Hélène, sa voix tremblant, d'émotion et de stupeur. « C'est une communion, une fusion de conscience à un niveau que nous ne pouvions même pas imaginer. » Le phénomène dura plusieurs minutes, pendant lesquelles tous les présents se sentirent touchés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Quand il cessa finalement, Sophie regarda sa mère et sourit, ses yeux brillant d'une compréhension qui allait bien au-delà de son âge. « Maman, dit-elle, parlant pour la première fois en mots que tous pouvaient comprendre, ils comprennent. Nous comprenons tous maintenant. » Le silence qui suivit fut rompu par le son d'applaudissements distants. L'équipe se retourna, alarmée, pour voir une silhouette émerger de la forêt. À leur grand étonnement, c'était nul autre que le docteur Étienne Simon, un éminent biologiste de l'évolution qui avait disparu des années auparavant, après avoir publié des théories controversées sur la conscience collective entre espèces. « Impressionnant, » dit-il, s'approchant avec un sourire gentil. « Vous avez réussi, ou plutôt, elle a réussi. » La tension était palpable. Comment avait-il trouvé le sanctuaire? Que savait-il? Mais avant que quiconque puisse réagir, Sophie se leva et marcha vers le nouveau venu, tendant sa petite main. « Vous êtes venu, dit-elle simplement. Ils m'ont dit que vous viendriez. » Docteur Étienne s'agenouilla pour être au niveau de l'enfant, les yeux embués. « Oui, petite, je suis venu, et je crois que nous avons beaucoup à discuter. » Dans les heures qui suivirent, Docteur Étienne révéla qu'il avait passé les dernières années à vivre parmi des communautés indigènes et à étudier des pratiques chamaniques autour du monde. Ses recherches l'avaient amené à croire en l'existence d'une conscience planétaire latente, un réseau neural vivant qui connectait toutes les formes de vie. Ce que Sophie fait, expliqua-t-il à l'équipe réunie, c'est éveiller cette conscience. Elle est la catalysatrice d'une évolution qui était endormie dans notre ADN collectif. Les implications étaient énormes. Si ce que Dr Étienne disait était vrai, et les événements récents semblaient confirmer sa théorie, Sophie n'était pas seulement une enfant prodige ou une anomalie génétique. Elle était le présage d'une transformation globale dans la façon dont toutes les espèces se reliaient entre elles et avec la planète. Alors que la nuit tombait sur le sanctuaire, l'équipe se retrouva face à un dilemme monumental. Le potentiel de Sophie pour transformer le monde était indéniable, mais les dangers l'étaient tout autant. Comment protéger ce don précieux tout en le partageant avec un monde qui pourrait ne pas être prêt à le recevoir? La réponse, comme tant de fois auparavant, vint de Sophie elle-même. Tandis que les adultes débattaient, elle s'approcha de Tempête qui était devenu son gardien constant. Caressant l'encolure du majestueux animal, elle dit à voix haute, assez clairement pour que tous l'entendent, « Nous ne pouvons plus nous cacher. Le monde a besoin de se rappeler qui nous sommes vraiment, nous tous ensemble. » Et ainsi, sous le ciel étoilé d'une nuit qui promettait l'aube d'une nouvelle ère, l'équipe commença à planifier non seulement comment protéger Sophie, mais comment l'aider à accomplir le destin pour lequel elle semblait être née, que reconnecter l'humanité avec la toile de la vie dont elle s'était depuis longtemps éloignée. Le chemin à venir serait exigeant, plein de dangers et d'incertitudes. Mais en regardant Sophie, entourée de ses amis animaux, avec Tempête comme son fidèle protecteur, Hélène sentit une vague d'espoir. Peut-être, juste peut-être, était-il au seuil de quelque chose de véritablement extraordinaire. Une transformation qui pourrait guérir non seulement les divisions entre espèces, mais les blessures que l'humanité avait infligées à la planète depuis si longtemps. L'aube apportait avec elle non seulement un nouveau jour, mais la promesse d'une nouvelle ère. Le sanctuaire, auparavant un refuge secret, se préparait maintenant à devenir l'épicentre d'une révolution de conscience globale. Hélène, Marine et toute l'équipe avaient passé la nuit en discussion intense, planifiant les prochaines étapes avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Sophie, maintenant âgée de presque 2 ans, affichait une maturité et une compréhension qui défiaient toute explication conventionnelle. Elle avait passé les dernières semaines en profonde communion avec les animaux du sanctuaire, comme si elle se préparait pour quelque chose de monumental. « Il est temps, » dit Sophie, sa voix douce, mais chargée d'une certitude inébranlable. « Le monde doit se souvenir.
Avec ces mots, s'initia une séquence d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Utilisant une combinaison de technologies de pointe et les capacités uniques de Sophie, l'équipe se prépara à transmettre au monde un message qui changerait tout. Dr Étienne, travaillant sans relâche avec Béatrice, développa un système d'amplification neurale qui permettrait à Sophie d'étendre sa connexion empathique au-delà des limites du sanctuaire. Tempête, comme toujours, restait aux côtés de la fillette, comme s'il comprenait la magnitude du moment. Quand tout fut prêt, Sophie marcha vers le centre d'un cercle formé par divers animaux, des plus petits oiseaux jusqu'aux majestueux éléphants. Hélène, Marine et le reste de l'équipe observaient, respirant à peine, tandis que l'enfant fermait les yeux et se concentrait. Ce qui se passa ensuite dépassa toute attente. Une onde d'énergie invisible mais palpable émana de Sophie, amplifiée par la technologie développée par l'équipe. En quelques secondes, des rapports commencèrent à arriver du monde entier. Des personnes sur tous les continents rapportaient des expériences extraordinaires. Beaucoup parlèrent d'une connexion soudaine et profonde avec la nature environnante. D'autres décrivaient des visions d'une terre pulsant de vie, où toutes les créatures étaient interconnectées. Dans les centres urbains, animaux errants et sans-abri se réunissaient en harmonie, partageant des moments de compréhension mutuelle qui défiaient la logique. Dans les forêts tropicales d'Amazonie, des tribus indigènes rapportaient que les esprits de la forêt s'étaient réveillés. Dans la savane africaine, des chasseurs déposèrent leurs armes, touchés par une compréhension soudaine de la sainteté de toute vie. Dans les océans, baleines et dauphins émettaient des chants qui résonnaient autour du globe, comme s'ils participaient à un chœur universel. Les médias mondiaux entrèrent en frénésie. Des images de personnes embrassant des arbres, communiquant avec des animaux domestiques de manière jamais vue auparavant, et expérimentant des épiphanies écologiques, inondèrent les réseaux sociaux et les informations. Au sanctuaire, Sophie restait au centre du cercle, Tempête à ses côtés, tous deux irradiant une aura de paix et de détermination. Marine, les larmes aux yeux, observait sa fille avec un mélange de fierté et d'admiration. « Elle y arrive », chuchota Hélène, émerveillée. « Elle éveille la conscience collective de la planète. » Dr Étienne, surveillant les données qui affluaient sur les équipements, acquiesça solennellement. Ce n'est pas seulement elle. Sophie est la catalysatrice, mais ce dont nous sommes témoins est l'éveil d'une capacité latente chez tous les êtres vivants. Elle nous rappelle qui nous sommes vraiment. À mesure que les heures passaient, le phénomène ne faisait que croître en intensité. Des gouvernements autour du monde se réunissaient en session d'urgence, tentant de comprendre et de répondre à ce qui se passait. Des scientifiques de tout domaine cherchaient des explications, tandis que des leaders spirituels parlaient d'une prophétie accomplie. À la fin de la journée, quand Sophie ouvrit finalement les yeux, le monde n'était plus le même. La fillette sourit, épuisée mais satisfaite, et dit simplement « Maintenant ils se souviennent. Maintenant nous pouvons guérir. » Dans les jours et semaines qui suivirent, l'humanité se retrouva face à une opportunité sans précédent. La connexion soudaine avec la nature et entre eux conduisit à des changements rapides et profonds. Des politiques environnementales furent drastiquement révisées, des pratiques de conservation gagnèrent un nouvel élan, et une vague mondiale de compassion et de coopération balaya d'anciens conflits. Le sanctuaire, maintenant mondialement connu, devint un centre de pèlerinage et d'études. Sophie, protégée mais non plus cachée, grandissait comme un symbole vivant d'espoir et de transformation. Hélène, réfléchissant au voyage incroyable qui les avait amenés jusque-là, réalisa que ce n'était que le début. L'éveil global initié par Sophie ouvrait des portes vers des possibilités qu'ils commençaient à peine à comprendre. Tandis que le soleil se couchait sur ce nouveau monde, Hélène observait Sophie jouant avec Tempête et d'autres animaux. La connexion entre eux, autrefois extraordinaire, semblait maintenant un rappel du potentiel endormi en chaque être humain. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Marine, rejoignant Hélène. Hélène sourit, ses yeux brillants avec la promesse du futur. « Maintenant, mon ami, nous apprenons à vivre dans ce nouveau monde que Sophie nous a aidés à redécouvrir. Et qui sait, peut-être n'est-ce que la première étape d'un voyage encore plus grand. » Et ainsi, tandis que la nuit tombait sur une planète transformée, l'histoire de Sophie
l'enfant qui avait rappelé à l'humanité sa connexion avec toute vie, continuait à se dérouler, promettant un futur où les limites entre espèces ne seraient que des souvenirs d'un passé lointain. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que le voyage extraordinaire de Sophie a touché vos cœurs et éveillé en vous une nouvelle conscience sur notre connexion avec toutes les formes de vie. Pour continuer à explorer les thèmes abordés dans cette histoire, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi inspirants sur la relation entre humains, animaux et la planète que nous partageons. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Tous les jours, nous apportons des histoires uniques qui explorent les merveilles et les mystères de notre monde. Ne manquez pas nos prochains contenus. Qui sait quelles autres révélations extraordinaires nous attendent? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti une connexion spéciale avec un animal ou avec la nature? Comment imaginez-vous un monde où tous les êtres pourraient communiquer et se comprendre les uns les autres? Nous sommes impatients de lire vos réflexions et de continuer cette conversation fascinante. À la prochaine histoire, amis.